Bien, chers amis, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Nous vivons un moment historique, c'est-à-dire que nous allons commencer une conférence à l'heure exacte. C'est une, une bonne nouvelle. C'est un des petits avantages. Pardon, excusez-moi, j'avais un petit problème technique. Donc, nous allons commencer. Je vois que la plupart d'entre vous restez en caméra éteinte. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, hein, sans aucune obligation, à les lancer si vous le souhaitez. Nous allons donc pouvoir démarrer. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 174e de l'Institut Thomas More. Nous avons le plaisir de vous retrouver ce soir, après de trop longs mois, pour évoquer et essayer de comprendre la conduite d'un pays qui inquiète de plus en plus. Ce pays, c'est la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Il inquiète en Europe, il inquiète aux États-Unis, il inquiète en Russie, il inquiète au Moyen-Orient, il inquiète en Méditerranée. Depuis 4 ans, qu'il s'agisse de conflits ouverts ou couverts par le truchement de milices qui font écran mais qui ne font pas illusion, la Turquie s'est lancée dans des opérations armées en Syrie, en Libye et depuis peu au Haut-Karabakh. Elle est engagée dans un conflit territorial avec la Grèce, conflit qui demeure diplomatique pour l'instant, même s'il y a eu de sérieuses alertes cet été et un ravivement du conflit cette semaine. Enfin, avec l'Union européenne, elle joue régulièrement de l'arme migratoire, comme en mars dernier, quand elle a amassé 130 000 migrants aux frontières de l'Europe. Et je rappelle à ce sujet qu'elle contrôle désormais 2 des 3 routes migratoires du sud vers l'Europe. La situation sur ces théâtres différents, sur lesquels nos intervenants reviendront en détail avec une compétence que je n'ai évidemment pas, cette situation nous impose de constater la détermination des dirigeants turcs et l'intention stratégique du régime. À l'évidence, se trouve à l'arrière-plan de ces crises une vue du monde, frustre peut-être, mais robuste et inquiétante. Notre ambition, en vous proposant de nous... Je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros, parce qu'il y a pour ceux qui auraient leur micro ouvert, sinon je le ferai moi-même, mais c'est vrai que ça empêche, ça gêne un petit peu l'écoute. Notre... Je vais me permettre, excusez-moi. Mais... Donc, notre ambition, en vous proposant de nous réunir ce soir, est d'essayer de mesurer cette détermination, de décrypter cette intention, de comprendre cette vue du monde dont je viens de parler. Tout cela afin d'anticiper, autant qu'il soit possible, où va la Turquie et où elle nous conduit, selon le titre que nous avons donné à cette rencontre. Autrement dit, à quoi faut-il nous attendre, nous autres Européens, et quelle stratégie adopter? Certains bons connaisseurs de la Turquie affirment que tout ce qui arrive aujourd'hui, aussi bien la tournure que prend le régime à l'intérieur du pays que son expansionnisme agressif à l'extérieur, était contenu dans la doctrine et la vision de Recep Tayyip Erdogan et de l'AKP quand ils accélèrent au pouvoir en 2003. D'autres analyses mettent plutôt l'accent sur une forme d'opportunisme, la Turquie constatant que sa politique basée sur la force et l'intimidation fonctionne et les grandes puissances traditionnelles restant sans réaction, en tout cas jusqu'ici. Peut-être cette opposition est-elle trop simpliste? Peut-être ces deux approches ne s'opposent-elles pas? Peut-être même se conjuguent-elles au contraire? Nos orateurs nous diront ce qu'ils en pensent. En tout cas, il se passe quelque chose à Ankara et il est urgent de ne pas se tromper de diagnostic. Alors, pour l'établir au mieux, nous avons sollicité 3 orateurs que je vais vous présenter rapidement dans l'ordre de leur prise de parole. Tout d'abord, monsieur Ahmet İnsel, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, monsieur İnsel, vous êtes turc, économiste et politologue. Vous avez enseigné à Paris à l'université Panthéon-Sorbonne et à Istanbul à l'université de Galatasaray, dont vous êtes professeur émérite. Vous avez également des activités d'éditeur. Vous avez notamment eu la chance d'éditer Orhan Pamuk et vous animez et contribuez encore à diverses revues. Vous êtes connu pour vos engagements socialistes et laïques, ainsi qu'une opposition claire et franche au régime de Recep Tayyip Erdogan. Vous êtes enfin l'auteur d'un livre, La nouvelle Turquie d'Erdogan, paru à la découverte en 2015, qui fait autorité.
L'ayant lu sur le conseil de Jean-Sylvestre Montgrenier, je ne peux que le recommander à quiconque veut comprendre ce qui se passe à Ankara, comme je l'ai dit sommairement tout à l'heure. Avec vous, nous commencerons d'abord à discuter du front intérieur, si je puis dire, c'est-à-dire de la manière dont Erdogan a transformé la Turquie et la vie des Turcs, en somme de son projet politique. Puis, nous écouterons Bertrand Viala. Bonsoir, bonsoir, cher Bertrand. Bonsoir, merci. Vous êtes président de Battle Tested Consultants, société spécialisée dans l'accompagnement à l'international des PME innovantes. Vous êtes également expert en intelligence stratégique. Vous enseignez enfin. Vous avez commencé votre carrière au ministère de la Défense français. Vous connaissez bien la Turquie, et c'est à ce titre qu'on vous a proposé d'intervenir ce soir, puisqu'entre 2005 et 2013, vous avez vécu à Ankara, donc pendant la première partie du long règne, si je puis dire, d'Erdogan. Puis vous avez vécu aux Émirats arabes unis et vous êtes de retour en France depuis 2 ans. Avec vous, nous allons revenir en détail sur le conflit territorial qui oppose la Grèce et la Turquie pour le contrôle de zones maritimes riches en gaz. Conflit qui met en alerte tous les pays de la Méditerranée orientale et au-delà de nombreux pays européens, dont la France. L'idée avec vous sera de prendre ce conflit qui vient de se réchauffer, avec l'envoi lundi dernier par la Turquie d'un navire d'exploration au large de l'île grecque de Castellorizo. Donc l'idée sera avec vous de prendre ce conflit comme un cas pratique de ce que j'ai appelé il y a quelques instants la nouvelle intention stratégique turque et d'en tirer d'utiles enseignements pour notre analyse. Enfin, nous nous tournerons vers Jean-Sylvestre Montgrenier. Les amis de l'Institut Thomas More le connaissent bien puisque nous travaillons ensemble. Moi, je vais couper quelques micros parce que il y a vraiment beaucoup de bruit. Je demande à chacun, s'il vous plaît, de bien vouloir couper vos micros, parce que je vois qu'il y en a beaucoup d'ouverts. Ça complique un peu l'entente et l'écoute. Donc, nous terminerons tout à l'heure avec Jean-Sylvestre Montgrenier, que, donc, disais-je, les amis de l'Institut connaissent fort bien. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et professeur agrégé d'histoire-géographie. Vous êtes conférencier titulaire à l'IHEDN, donc Institut des hautes études de la défense nationale, dont vous êtes ancien auditeur également. Vous êtes également officier de réserve de la Marine nationale, rattaché au Centre d'enseignement supérieur de la Marine à l'École militaire. Travaillant de longue date sur les enjeux géopolitiques de défense et de sécurité européens, vous suivez l'activisme et les ambitions géopolitiques de cette nouvelle Turquie qui s'éloigne de plus en plus de ses alliés occidentaux. Avec vous, nous partirons, si vous le voulez bien, de la situation au Haut-Karabakh, où s'affrontent l'Arménie et l'Azerbaïdjan, soutenus par Ankara, pour bien mesurer ce qui s'y joue. Puis, nous vous demanderons d'élargir la focale en nous disant où, à vos yeux, nous mène la Turquie, nous Européens, et à quoi nous devrions nous préparer. Je signale, puisque nous sommes exactement dans le sujet, que ces questions, vous les abordez, alors je montre là, vous les abordez dans un livre paru la semaine dernière, un remarquable petit que sais-je, aux éditions PUF, Presse universitaire de France, consacré précisément à la géopolitique de l'Europe. Nous vous demanderons donc quelle doit être la lecture et l'action géopolitique des Européens face à cette Turquie. Alors, je m'arrête là. Je redemande encore une fois aux uns et aux autres de couper leur micro. Sinon, encore une fois, je vais m'y mettre moi-même. Je vous remercie encore tous les trois, cher Monsieur Insel, cher Bertrand, cher Jean-Sylvestre, d'avoir accepté notre invitation. Je vous cède la parole à Ahmet Insel pour une quinzaine de minutes, 20 maximum, afin que chacun puisse s'exprimer et que nous puissions débattre ensuite. À vous, Monsieur Insel. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ce débat, cette rencontre avec deux spécialistes que j'aimerais bien avoir justement leur vue sur la politique extérieure de la Turquie, parce que c'est pas très facile de comprendre et de suivre aujourd'hui l'aventurisme aussi bien en interne qu'en externe qui règne en Turquie. Alors d'abord, j'aimerais bien commencer par un peu qualifier le régime actuel, non pas ceux des années 2000, mais actuellement, depuis quelques années, comment on peut définir ce régime? Parce que la définition du régime politique, nous permettrait de comprendre, peut-être d'économiser un peu de temps pour comprendre la Turquie d'aujourd'hui. Alors, le régime en vigueur aujourd'hui en Turquie est une autocratie, indiscutablement une autocratie, et c'est une autocratie, comme la plupart des autocraties, c'est une autocratie qui a été bâtie à l'image
un peu taillé sur mesure pour une personne pour le moment. Nous ne savons pas si ça peut continuer au-delà, mais actuellement, c'est une autocratie taillée sur mesure sur le pouvoir concentré dans les mains de l'homme fort de la Turquie, Tayyip Erdogan. C'est pourquoi, avec quelques politistes, journalistes, j'ai plutôt tendance à définir ce régime, à appeler ce régime l'erdoganisme. Comme on parle de poutinisme, comme on parle de Kingspingisme, erdoganisme, parce que c'est un régime dont le vertical du pouvoir, si je peux parler à la manière de Poutine, la verticale du pouvoir est assis sur cette personne, le pouvoir de cette personne. Alors, ce n'est pas un pouvoir qui est arrivé il y a quelques années, c'est un homme politique que nous connaissons et que nous suivons depuis très longtemps. Il a été élu maire d'Istanbul par un hasard de circonstances, mais il a été élu maire d'Istanbul en 1994 parce que la droite était divisée, la gauche était divisée. Il est passé à travers ces deux divisions, mais après, il s'est imposé et en 2002, donc, son parti est arrivé au pouvoir avec 34% des voix. Lui, il est devenu Premier ministre en 2003. Donc, vous connaissez tous l'histoire. Donc, c'est quelqu'un qui dirige la Turquie, qui est à la tête d'un pouvoir depuis 2003, depuis 2002 officieusement, depuis 2003, début 2003 officiellement. Et dès le départ, ce n'est pas un régime autocratique, au contraire, c'est une période où l'AKP se présente comme un parti conservateur-démocrate, parce qu'il ne peut pas s'appeler musulman-démocrate, la Constitution ou la loi sur les partis politiques interdit toute référence religieuse pour les noms des partis politiques. Donc, du coup, à défaut de musulman-démocrate, son parti se définit comme conservateur-démocrate, mais bon, l'image, c'est un peu démocratie chrétien à l'occidental, CSU ou démocratie chrétienne italienne. Alors, et il y a une période, une séquence, un épisode relativement long, quelques années, de 4-5 ans, dans lequel, effectivement, la Turquie connaît à la fois une réelle démocratisation, aspirée par cette perspective d'adhésion à l'Union européenne, une accélération de croissance, profitant aussi des liquidités abondantes au niveau international et la surévaluation de la livre turque, et en même temps une politique macroéconomique bien verrouillée au départ par le Fonds monétaire international, une stabilité macroéconomique, qui fait que la Turquie connaît un boom économique significatif dans les années 2000. Et les choses se ralentissent à partir. Alors, on peut toujours donner une date et trouver que cette date n'est pas très satisfaisante. Moi, je dirais les choses se ralentissent à partir de 2008-2009. D'autres diront à partir de 2007, quand l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne a été officieusement bloquée, fermée par la prise de position commune de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel à l'époque, contre ouvertement l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est le premier cas d'un pays qui commence son négociation en vue d'adhésion, tout en sachant qu'il ne peut pas être candidat si on suit le dirigeant des deux principaux pays de l'Union européenne. Donc, il y a plusieurs raisons, mais du coup, un ralentissement des réformes, des chocs économiques plus ou moins bien absorbés, et surtout, Tayyip Erdogan commence à nettoyer autour de lui ce parti qui était un parti collégial, à nettoyer autour de lui les personnes susceptibles de prendre sa place dans cette mouvance, et puis, avec des procès truqués, avec des rapports de force, avec l'appui des Occidentaux et de l'Union européenne, élimine aussi son adversaire, son danger principal, c'est-à-dire la bureaucratie militaire et kémalite, par des procès truqués, etc. Et à partir de 2010, Tayyip Erdogan commence à se sentir
sécure dans sa position. À partir de 2010, et notamment quand il gagne troisième fois les élections en 2011 avec presque 50% des voix, c'est là qu'il commence à parler pour la première fois d'une réislamisation de l'espace public. Jusque-là, il n'était pas question. Mais là, il commence à parler de réislamisation de l'espace public. Il y a aussi les printemps arabes qui donnent à un moment donné pour lui l'espoir que les frères musulmans vont prendre le pouvoir en Tunisie, en Libye, en Égypte et éventuellement en Syrie, et que lui, il sera le grand frère des frères musulmans. Là-dessus, il y a les responsables occidentaux sont aussi responsables, les journaux, notamment, je me rappelle très bien de Times en 2011, qui met en première page, en couverture, Tayyip Erdogan comme l'homme étoile montante de la Turquie dans le Moyen-Orient, et les Américains ne sont pas très mécontents de montrer cet exemple, entre guillemets, d'islam modéré de Tayyip Erdogan aux autres, etc. Et à partir de 2013, les choses se sont renversées. Le coup d'État de Sisi contre Mursi a été une alerte important pour Tayyip Erdogan. Il a commencé à anticiper qu'il peut y avoir un coup d'État contre lui aussi organisé par les puissances occidentales, puisqu'il était très surpris que Sisi soit soutenu à la fois par les Américains et l'Arabie Saoudite. Et à partir de là, fort d'avoir bien verrouillé la justice, la police et plus ou moins l'armée, pas encore, il commence à faire une dérive autoritaire. Mais n'oublions pas que dans cette dérive autoritaire, il y a une accélération, c'est le coup d'État, la tentative de coup d'État 2016, qui est un vrai, c'est pas un théâtre, hein, c'est pas un scénario, c'est une vraie tentative de coup d'État, mais ratée. Et comme toute tentative de coup d'État ratée, il devient théâtral. Probablement une partie des militaires kémalistes ayant appris que le gouvernement était au courant du coup d'État ont changé leur fusil d'épaule, ils ont abandonné et puis ils ont laissé des fanatiques, officiers fanatiques, des généraux fanatiques, très gulenistes éventuellement et quelques d'autres qui ne pouvaient pas reculer. Et Tayyip Erdogan avait raison, entre guillemets, de dire le lendemain du coup d'État que ce coup d'État était une grâce de Dieu pour lui, pour pouvoir justement mettre en place un régime, cette fois-ci, par l'état d'urgence, un régime d'exception, un état d'exception qui va durer jusqu'aujourd'hui en, cette fois-ci, régularité. Donc, c'est un régime aujourd'hui qui est autocratique et c'est un régime dont le premier un des caractéristiques, c'est d'être un régime de l'arbitraire. C'est un régime qui ne respecte pas ses propres règles. Par exemple, il y a 2 jours, le tribunal pénal décide de ne pas appliquer, de refuser, de déclarer illégale une décision du Conseil constitutionnel concernant un député du Parti républicain qui a été condamné. Le tribunal dit que la Cour constitutionnelle n'a pas le droit de se mêler dans cette affaire. Là, nous sommes vraiment dans l'arbitraire total. Il n'y a plus de hiérarchie des normes au niveau du droit. Le Conseil constitutionnel devient une coquille vide, ce qui donne, je pense, résume parfaitement ce que c'est la déliquescence de l'état de droit. C'est un régime qui ne respecte pas ses propres règles, invente de nouveau au gré des nécessités de la conjoncture, l'abus de la répression par la justice, la disparition de la sécurité juridique en général, les licenciements massifs des enseignants et des fonctionnaires par simple décision administrative en profitant de cet état d'urgence, de l'état d'exception après la tentative de coup d'État, l'incarcération des avocats, des journalistes, des élus locaux, voire des députés, sont donc ces manifestations de cet arbitraire répressif orchestré directement depuis le palais présidentiel et par un corps restreint de juges et de procureurs qui verrouille essentiellement la justice pénale. Dans la justice des affaires matrimoniales, des affaires civiles, les choses se passent
plutôt normalement. Il y a de la corruption, etc., mais ça ne change pas. Ce n'est pas aussi arbitraire que ça. Mais dans l'espace de la justice pénale, évidemment, l'arbitraire est à son maximum. L'arbitraire du pouvoir, donc, c'est la perte de prévisibilité, le règne de l'aléa et de l'insécurité. Il permet en même temps au régime de garder des bribes d'aspect démocratique. Parce que le fait que ce soit aléatoire, c'est que on peut toujours trouver des gens qui critiquent Tayyip Erdogan, mais en liberté. Mais ils peuvent, à chaque moment, peuvent être arrêtés. Des journalistes qui critiquent Tayyip Erdogan sont en liberté. Des journalistes qui critiquent peut-être moins violemment Tayyip Erdogan sont en prison. La même chose pour les avocats, la même chose pour l'opposition kurde. Donc, il y a une opposition kurde, par exemple, il y a un peu plus de 50 députés au Parlement, mais en même temps, tous les jours, de plus en plus, les maires élus kurdes de ce parti sont dessaisis, la plupart sont arrêtés au nom des administrateurs provisoires. Ils avaient gagné aux dernières élections locales en 2019 63 mairies. Il ne leur reste plus que 4 mairies dans leurs mains. Sur 63, je crois 57 ou 59 maires ont été dessaisis, la plupart arrêtés, même s'ils ne sont pas arrêtés, des administrateurs sont nommés à leur place et les administrations en question, selon l'importance de la ville, c'est soit le préfet, soit le sous-préfet. Donc, là, l'arbitraire total. Et enfin, une volonté d'encadrement, donc une liberté d'expression qui est violée massivement, mais pas systématiquement. Il y a moi je dirige une maison d'édition qui arrive à publier des bouquins d'opposition, mais le lendemain, un des bouquins peut être saisi, par exemple. Une liberté d'expression qui est violée, mais une volonté d'encadrement idéologique conservateur, mais sans contenu substantiel, notamment par la direction des affaires religieuses, avec une volonté de réislamisation de l'espace public. C'est pas la volonté de mettre en place la charia, mais une volonté de réislamisation de l'espace public par les mosquées, par les imams qui sont fonctionnaires et la direction des affaires religieuses qui est à la tête de 127 000 fonctionnaires, dont imams, prédicateurs, etc. Donc, ce n'est pas une laïcité à la française. Cette pratique répressive, donc, s'élargit progressivement, n'est pas totalement systématique, et troisième caractéristique, jusqu'à aujourd'hui, ce régime erdoganiste a une dépendance à la légitimité électorale. Ça aussi, c'est très important. Jusqu'à aujourd'hui, Tayyip Erdogan a été élu, je dirais, peut-être pas totalement proprement, mais les élections en Turquie n'étaient pas plus discutables que les élections présidentielles américaines. Et plutôt moins discutables que les élections présidentielles américaines, avec une très grande participation toujours, 80-85% de participation, 100% des électeurs en âge de voter inscrits dans les listes électorales. Donc, vous voyez, 85% de participation avec 5% des électeurs en âge de voter inscrits, ça donne, dans un pays de 80 millions d'habitants, ça fait à peu près 56 millions d'électeurs. Et sur 56 millions d'électeurs, 85% votent. Ce qui donne du coup une légitimité pour celui qui est élu, une forte légitimité pour celui qui est élu, mais il est élu toujours de justesse, de ric-rac. En 2014, il est élu au premier tour, certes, mais avec 5% des voix. En 2018, il est élu dans le cadre d'une alliance, parce qu'il a besoin désormais d'une alliance avec l'extrême droite. Il est élu tout juste avec 51-52% des voix. En 2015, il perd les élections législatives, son parti, la majorité parlementaire. Il empêche la formation d'une coalition. Il provoque des élections anticipées dans un climat de terreur, avec des attentats à la gare d'Istanbul, à la gare d'Ankara, des attentats attribués à l'État islamique particulièrement.
et il regagne une majorité parlementaire, mais désormais, il est dépendant d'une alliance avec l'extrême droite nationaliste. Sans cette alliance avec l'extrême droite nationaliste, il n'a pas la majorité parlementaire et il risque de ne pas passer aux élections présidentielles. C'est pourquoi il a constitué désormais une alliance qui s'appelle Alliance du peuple ou Alliance populaire. Et dans cette alliance se trouve donc, sans participer au gouvernement, cette partie, les fameux loups gris, le parti des anciens loups gris, aujourd'hui, et ce qui explique la dérive non seulement islamiste, mais la dérive ultranationaliste du pouvoir. Il y a les deux dérives. Il y a la dérive islamiste naturelle de Tayyip Erdogan. Il vient de l'islam politique. Dans sa jeunesse, il a grandi dans un environnement d'islam politique. Et aujourd'hui, à cet islam politique, qui n'est pas très loin de nationalisme en même temps, l'islam politique est aussi nationaliste, mais en même temps, s'ajoute cette demande, cette pression du parti du mouvement nationaliste et d'une partie des kémalistes laïcs ultranationalistes que nous allons probablement avoir leurs produits dans le cadre de cette fameuse théorie de la patrie bleue, par exemple, qui est un produit des généraux très kémalistes, mais qui aujourd'hui, dans une alliance très nationaliste autour de Tayyip Erdogan, tout en détestant Tayyip Erdogan sur son aspect de islamisation par ailleurs. Mais le nationalisme prime sur leur détestation du personnage. Et enfin, Tayyip Erdogan, évidemment, règne sur la Turquie, mais avec 40 à 50% des voix. Ce n'est pas l'élection comme en Biélorussie où on annonce 80% des voix. Ça n'a jamais été le cas. Il y a une légitimité électorale. Aux dernières élections en 2019, et d'ailleurs, cette légitimité électorale s'est retournée puisque l'opposition qui a un peu assez de cette père fouettard, de cette position de père fouettard de Tayyip Erdogan, a pu s'unifier et a pu gagner les élections municipales au niveau des maires directement, à Istanbul, à Ankara, dans les villes de Mersin, d'Adana. Il gagnait déjà à Izmir, ce qui fait que sur les 10 plus grandes villes de la Turquie, 7 aujourd'hui sont dirigées par les maires d'opposition. Donc, les élections, ce n'est pas quelque chose, un semblant d'élection, ce sont des réelles élections, mais nous ne savons pas si désormais, et c'est là le point d'interrogation, si désormais en 2023 par exemple, Tayyip Erdogan acceptera de perdre les élections. Nous avons eu une petite arrière-goût de ce qui peut arriver, c'est quand il a refusé de reconnaître la perte des élections par son candidat à la mairie d'Istanbul en arguant l'écart très faible. Mais les électeurs même de son parti ont refusé cet argument. Les élections qui ont été répétées 3 mois après ont créé un écart très important entre le candidat d'opposition et le candidat de Tayyip Erdogan au profit du candidat d'opposition. Donc, il y a une résilience de la société civile contre l'erdoganisme. Il ne faut pas non plus l'oublier. Il réside dans cet attachement à la légitimité électorale avec des taux de participation très élevés. Mais Tayyip Erdogan, aujourd'hui, arrive à et là, c'est la partie, je dirais, politique extérieure que nous discuterons tout à l'heure, arrive à se faire bâillonner une partie importante de l'opposition social-démocrate, l'opposition centriste, conservateur contre Tayyip Erdogan, sur la base du nationalisme, parce que ces partis, par exemple, sur la question de la guerre entre Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, ont voté avec AKP l'émotion. Ils ont voté l'intervention de l'armée turque en Syrie 3 fois de suite. Ils ont soutenu avec critique l'intervention de la Turquie en Libye et ils sont totalement derrière Tayyip Erdogan sur les revendications, sur les eaux territoriales, sur les zones économiques exclusives avec la Grèce et ils sont totalement derrière Tayyip Erdogan sur la question de Chypriote. Donc, du coup,
sur la politique extérieure, Tayyip Erdogan, plus il pousse le nationalisme, plus il bâillonne l'opposition. Il y a une seule opposition qui s'oppose vraiment sur ce terrain à Tayyip Erdogan, c'est le parti kurde de gauche, le HDP, que Tayyip Erdogan, aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, est en train de criminaliser et par des procès, par des arrestations, par en définissant les maires élus, etc. Enfin, Tayyip Erdogan a toujours utilisé, et je terminerai là-dessus, a toujours utilisé à exacerber les fractures sociopolitiques de la Turquie. Et nous avons trois fractures majeures en Turquie. Il y a une fracture entre la majorité turque et les Kurdes, dans leur grande majorité, ne demandent pas une indépendance, peut-être dans l'avenir ils demanderont, mais ils demandent la reconnaissance de leur identité, une citoyenneté de Turquie, mais avec une reconnaissance de leur identité kurde, par exemple, avoir le droit d'avoir l'école en langue maternelle, et non pas le kurde comme langue étrangère, avoir une autonomie au niveau municipal, etc., décentralisation. Et la majorité des Turcs, y compris de l'opposition, sont très remontés par rapport à ça. Ils voient ça comme une dissolution de l'État de la République. Donc, du coup, Tayyip Erdogan, qui est turc, et chaque fois qu'il y a un conflit, il exacerbé avec les Kurdes, ou quand il provoque le conflit avec les Kurdes, il est sûr de se constituer une majorité derrière lui. Il y a un deuxième conflit, c'est conflit religieux entre Alevis et Sunnis. Tayyip Erdogan est chef des Sunnis, il est très croyant, il est très pratiquant, il se joue de plus en plus comme une sorte d'imam actif, puisqu'il commence à parler maintenant avec un haut-parleur lors de la prière de vendredi dans les mosquées. C'est une nouveauté depuis quelques mois, depuis surtout la transformation de la mosquée de le musée de Sainte-Sophie en mosquée. Et la majorité est sunnite. Donc, du coup, il est sûr d'avoir une majorité dans un conflit avec les Alevis. Et puis, il y a ce fameux Kulturkampf qui continue chez nous depuis un siècle entre modernistes et conservateurs, entre occidentalistes et authentistes, si vous voulez, ou orientalistes, ou islamistes, orientalistes. Et la majorité du pays se situe dans un camp plutôt conservateur, plutôt sceptique vis-à-vis de l'Occident parce que chrétien, mais c'est une majorité qui n'est pas écrasante, qui serait autour de 55-60%, et puis une minorité qui est quand même une grande minorité, qui est plutôt totalement tournée vers l'Occident, en termes de mode de vie surtout, et il y a un combat sur une culture camp, une vraie culture camp, dans lequel Tayyip Erdogan se sent plutôt à l'aise pour mobiliser ses troupes, et surtout de dire, si je suis plus au pouvoir, vous, la majorité sociologique du pays, vous serez encore, comme dans le passé avec le kémalisme, avec le parti unique, vous serez sous les bottes des minoritaires, élites, occidentalisés, étrangers à leur pays, et tout ce que vous avez gagné depuis 20 ans, vous allez le perdre. Et donc, je termine là-dessus, et donc, Tayyip Erdogan est en train de faire vivre chez nous aujourd'hui, surtout au niveau du politique extérieur, ce que nous avons connu à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire cette alliance islamiste, nationaliste, irrédentiste, expansionniste, avec un énorme ressentiment vis-à-vis de l'Occident, et avec une logique de nous allons perdre l'État, alors qu'il n'y a aucun risque objectif d'y penser à ça, et que nous sommes entourés d'ennemis de tous les côtés, et dans ce cas-là, la logique d'un aventurisme irrationnel qui, comme vous savez, a conduit l'Empire ottoman à la fois à des drames énormes en termes de génocide des Arméniens, pogrom des chrétiens, et par la suite pogrom juifs dans les années 30, mais aussi la fin de l'Empire ottoman et ce que Tayyip Erdogan aujourd'hui regrette dans un élan irrédentiste en disant voilà les kémalistes, les modernistes qui ont pris le pouvoir avec un pays qui fait 2 millions de kilomètres carrés et
qui nous ont laissé la République avec 800 000 mètres carrés, mais en réalité, ceux qui ont été responsables de cet éclatement, de cet échec et perte, si on, entre guillemets, de l'Empire, c'était bien cette alliance islamo-nationaliste aventurière qui, aujourd'hui, est un peu dans le même mutatis mutandis, dans le même état d'esprit. Voilà. Merci, merci beaucoup, monsieur Insel, pour ce panorama alors, très synthétique d'une situation intérieure turque singulière et compliquée, mais on a bien compris les moteurs intérieurs, si je puis dire, et politiques de cet expansionnisme extérieur dont effectivement on voit les signaux sur de nombreux théâtres. Je me tourne maintenant vers... Je n'ai pas parlé d'économie. Je pense qu'on fera reprendre sur la partie économique après. Absolument. Je me tourne vers vous, cher Bertrand Viala. Je vous rends le micro si ça fonctionne. Donc, ça ne fonctionne pas. Et comme je l'ai... peut-être que vous-même pouvez le réactiver, je ne sais pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va, avec vous, commencer à entrer dans le vif, si je puis dire, des enjeux internationaux en regardant de près, en se penchant sur le conflit qui oppose la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale, et encore une fois avec l'idée d'en tirer des leçons, si je puis dire, sur cette politique internationale extrêmement agressive et expansionniste et volontariste de la part du président Erdogan. Cher Bertrand, à vous la parole. Parfait, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci. C'est bon, parfait, excellent. Je tiens à remercier également mon prédécesseur dans les interventions d'avoir souligné l'importance en Turquie du nationalisme comme moteur politique, au-delà des, je dirais, des dissensions religieuses, sociologiques. C'est effectivement un élément qu'on retrouve de façon extrêmement prégnante dans les crises en Méditerranée orientale. C'est important de le prendre en compte parce que je voudrais donc du coup rappeler que sur des crises comme celle-ci, je pense qu'il y a, et mes collègues me contrediront peut-être, mais je ne pense pas, une adhésion totale en fait de la majorité de la population aux politiques appliquées par la présidence et les affaires étrangères turques sur la zone méditerranéenne orientale pour les raisons qui ont été évoquées. Alors, quand on parle de Méditerranée orientale et de crise avec la Grèce, on fait allusion référent, comment dire, aux événements très récents qui ont lieu, que je vais rappeler un peu plus tard. Par contre, il faut quand même se rendre compte qu'il y a deux crises en fait qui se superposent l'une sur l'autre. Il y a la crise donc maritime sur l'attribution des zones économiques exclusives en priorité, et il y a quand même toujours un conflit latent qui est là depuis les années 70, et même un peu préalable si on parle à la question de Chypre, qui est là depuis longtemps, qui a une dimension à la fois identitaire, une dimension également parfois religieuse, une dimension territoriale, puisqu'on est sur la définition d'une autorité sur un territoire, donc sur une île. Donc ces deux questions se superposent, avec dans les derniers jours effectivement une importance particulière de la question maritime qu'on va aborder très rapidement. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de ça, moi, on a parlé au début de l'introduction de cette conférence d'éventuellement un changement du régime, en tout cas une évolution de ce régime-là. C'était rappelé également par mon intervention précédente. Alors, moi, la crise que nous analysons dans mon intervention, je la vois à la fois comme un aboutissement, mais également comme une rupture. Alors, un aboutissement de la politique menée par Recep Tayyip Erdogan, dans le sens où ce que j'ai pu, moi, connaître de cette Turquie-là et ce que j'ai pu lire également et échanger avec différents cadres de différents types de, comment dire, de think tanks locaux et de partis politiques également en Turquie, AKP, également nationalistes, c'est qu'il y a une continuité dans l'affirmation de la Turquie en tant que force régionale. Et ça, c'est vraiment très important de prendre ça en compte. Et c'est sur ce biais-là qu'il y a une adhésion, je pense, au projet tel qu'il est défini depuis déjà un certain temps, d'ailleurs, sur la Méditerranée orientale en Turquie. On n'a pas attendu juillet 2019 ou 2020 pour vraiment en Turquie parler de ces questions-là. Et cette adhésion derrière un projet, alors on pourra qualifier soit d'expansionniste, soit en tout cas de rétablissement légitime par rapport à ce qui est vu d'un point de vue d'un nationalisme turc, est un aboutissement d'une pensée qui a déjà été mise en place dès l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan et qui faisait partie des préceptes du parti AKP.
dont je rappelle souvent que dans les slogans politiques, il y avait le terme gurur. Gurur en turc, c'est la fierté. Donc la fierté, mais au sens bien plus que la fierté d'accomplir, c'est la fierté d'être en fait turc. Donc il y a cette affirmation-là qui était lancée comme un programme de campagne depuis tout le temps et qui est récurrent. On a eu des slogans comme Yola Devam, c'est-à-dire on continue le chemin, toujours vers l'expansion, l'affirmation de la Turquie moderne, Yeni Dünya, Yeni Türkiye, la nouvelle Turquie, qui était un slogan également de campagne. Et donc, c'est dans cette logique-là que s'inscrivent en fait les crises en Méditerranée orientale aussi, parce qu'elles vont permettre justement dans leur définition une rectification pour certains qui est une rectification historique. C'est également quand même une rupture. Pourquoi? Parce que c'est une rupture dans le mode de communication du gouvernement depuis effectivement les débuts des années du parti AKP. On était il y a encore 10 ans, un peu moins de 10 ans encore, dans une logique extrêmement ouverte, l'a rappelé également mon intervenant précédent, M. Insel. On est dans une logique qui était effectivement beaucoup plus modérée, y compris dans la logique de politique intérieure, politique extérieure aussi. La Turquie était capable de négocier avec Israël, de négocier avec l'Égypte, de se positionner comme une force progressiste avec ce gouvernement, et ce qui a peut-être d'ailleurs amené certains gouvernements occidentaux à favoriser le gouvernement turc actuel dans les échanges avec peut-être des éléments tangibles. Mais effectivement, le mode que nous voyons avec des interventions militaires accrues et des menaces en fait militaires assez pertinentes et des propos également assez violents parfois vis-à-vis d'autres pays participant à des manœuvres qui ont vocation à bloquer un peu la Turquie dans ses ambitions, montrent qu'en fait on est dans un mode de rupture et qu'on est passé justement d'un mode d'affirmation à un mode d'imposition en fait d'un agenda. Donc ça, c'est vraiment extrêmement problématique d'un point de vue de l'équilibre régional. L'autre sujet également que nous avons, c'est donc de comprendre un petit peu ce que cette crise signifie d'un point de vue des conclusions que nous pouvons tirer. Tout d'abord, il y a la protection, un des éléments, je corrige mon micro, excusez-moi, voilà, parfait. Un des éléments importants. Vous m'entendez toujours, excusez-moi, parce que j'ai un petit problème du micro. Excusez-moi encore une fois. Donc, il y a une constante dans les crises actuelles qu'on trouve en Turquie, où soit quand elle intervient directement, soit quand elle, justement, soutient des alliés comme l'Azerbaïdjan, on a des constantes qu'on va retrouver également dans cette crise-là. Alors, la première constante, et je vais les commenter juste après avoir rappelé les faits de la crise actuelle, c'est d'abord l'argumentaire de la protection des populations. On protège soit la population, soit son identité, que ce soit en Azerbaïdjan, enfin au Nagorno-Karabakh, ou que ce soit justement dans la région pour Chypre. Ça a été également à l'époque, dans les années 70, quand la Turquie est intervenue sur l'île de chypriote, le rationnel qui était présenté, c'était celui de la protection des populations turcophone ou turc de l'île en fait. Et on a également cette rationnelle-là qui est engagée dans d'autres théâtres comme ceux des Balkans aussi. Il y a également une affirmation territoriale beaucoup plus affirmée qu'on retrouve également, c'est-à-dire là où vivent des Turcs, il y a une proportion, en tout cas, à légitimer une présence turque, en tout cas, et donc rectifier dans la partie, en tout cas, Méditerranée orientale, qui était quand même une partie très importante de l'Empire ottoman, rectifier une injustice historique qui est quand même rappelée régulièrement dans les médias et également dans de beaucoup de discours politiques turcs. Il faut rappeler, il faut annuler le traité de Sèvres, il faut vraiment rééquilibrer, et c'était également la logique de la vision qui est posée pour 2023 en Turquie, c'est-à-dire réaffirmer la Turquie dans sa puissance, sans forcément parler d'Empire ottoman, bien entendu, mais donc la Méditerranée orientale a dans la vision populaire et la vision politique en Turquie cette importance-là aussi. Il faudra également prendre en compte, quand on parle de Méditerranée orientale, et donc y compris les zones maritimes, qu'il y a deux dimensions très importantes pour le gouvernement, en tout cas mis en place par l'AKP, enfin le régime mis en place par l'AKP depuis le début des années 2000, ça fait presque quand même 20 ans, c'est un argument économique. Donc d'abord, il y a la mise en capacité de l'industrie militaire. C'est très important parce que c'est également un argument qui va jouer sur d'autres théâtres d'opération. Et l'argument également de projection sur des questions économiques comme celui de l'énergie, dont la Turquie est également encore extrêmement dépendante. Et résoudre la facture énergétique en Turquie est un des éléments principaux justement pour pouvoir aller vers plus de souveraineté, plus de capacité d'affirmation et plus de capacité à imposer un agenda, au moins au niveau régional. Ça, c'est extrêmement prégnant. Alors, un rappel des faits très bref. Je veux bien partager du coup la carte
que les deux cartes en fait, que je vous ai soumises, Jean-Thomas, pour montrer un petit peu à quel point la situation est complexe et peut être tendue. Je vais la commenter rapidement, cette carte, si on peut la partager. Donc, en attendant qu'elle soit partagée, le fond du problème, au-delà des questions, je dirais, d'identitaire, on est sur quelque chose d'extrêmement concret, sur de la géopolitique de base. Là, vous avez effectivement deux cartes, donc les prix de sources grecques à gauche, grec anglophone, et à droite, des sources turques, en fait, de la télévision turque, TRT. Donc là, elles illustrent parfaitement, en fait, la vision totalement contradictoire, opposée, que les deux parties ont de la région en termes maritimes. Est-ce que je peux te demander de prendre ceci? Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui est intervenu. Excusez-moi, j'ai une question peut-être. C'est une interruption intempestive, je vous prie de m'excuser. Ah, pardon, je vous en prie. Je vais me mettre en silence. Pardon, je vous en prie, monsieur. Excusez-moi. Vous avez en fait le fond du problème sur la crise actuelle, ce sont la définition des zones économiques exclusives. Donc les 200 000 à partir de la ligne de base des territoires, des lignes de base qui sont définies à partir des côtes des pays concernés. Théoriquement, donc les pays, je vous rappelle, ont droit à une zone territoriale et après, ils peuvent définir une zone d'économie exclusive sur laquelle ils ont des droits, si elle est évidemment reconnue et acceptée, enfin, c'est vraiment le problème actuellement, des droits à l'exploitation totale des ressources de tout type qui se trouvent sur cette zone-là. La définition du problème que nous avons en Méditerranée orientale, c'est le fait que nous avons, de point de vue turc, le problème c'est que la Grèce possède énormément d'îles à partir desquelles il est totalement possible de définir des zones extrêmement larges. Alors, c'est effectivement une contestation complète faite du gouvernement turc. On a donc le point le plus... Je vais reprendre donc les deux cartes. Excusez-moi, je ne les vois plus. Excusez-moi. Les voilà, pardon. Voilà. Alors, vous avez donc sur la carte de gauche la partie grecque. Alors, vous voyez que, bon, sans commenter l'ensemble des lignes de diffusion, vous avez donc une partie grecque qui a pour le point le plus étendu, donc l'île de Meis, comme on dit en Turquie, donc Castellorizo, qui se trouve à 2 km en fait, qui est le petit point rouge du territoire turc, et qui est défini d'après une carte qui est dite carte de Séville, donc commandée en 2003-2004 à l'université de Séville par la Commission européenne, comme le point la frontière extérieure de l'Union européenne. Alors, elle s'assied également avec la question des définitions des bases continentales de ces zones, du plateau continental. On a effectivement une zone d'influence, une zone économique exclusive recommandée, revendiquée par la Grèce, qui est absolument énorme et qui se trouve extrêmement proche des côtes turques. Associé à cela également, il y a donc la République chypriote, donc qui, elle, je rappelle que la Chypre Nord n'est pas reconnue par la plupart des États, par la Turquie. En tout cas, la République chypriote, donc, qui est membre de l'Union européenne, a également sa propre définition, ce qui fait qu'effectivement, avec les alliances que ces pays ont passées, notamment l'été dernier avec l'Égypte, on se retrouve avec une Méditerranée orientale qui, effectivement, d'un point de vue turc, reste dominée par des puissances qui ne lui sont pas forcément favorables ni idéologiquement, ni, ni géopolitiquement, voilà, tout simplement. Alors, de l'autre côté, on a la vision turque, en tout cas défendue par un des médias officiels en Turquie, qui explique d'ailleurs dans ce document-là pourquoi ce qui se passe justement en 5 questions en Méditerranée orientale. Donc, voilà. Alors, on a donc une définition totalement différente. D'après cette définition-là, la carte de Séville, donc qui date de 2003-2004, n'est absolument pas valable. Et donc, la Turquie définit sa zone économique exclusive, donc très largement proche de la Crète et également englobant une partie de ce que revendique Chypre, à 2 titres d'ailleurs. D'une partie parce que Chypre Nord également aura des revendications sur des eaux territoriales et également parce que, il y a la non-reconnaissance par la Turquie en fait de la définition de zone maritime, de zone économique exclusive à partir des îles grecques. Donc, on a effectivement une confrontation absolument, je dirais, quasi irrémédiable, qui a été renforcée par l'accord qu'a passé la Turquie
avec la Libye, en tout cas le gouvernement, en tout cas le gouvernement pour l'instant reconnu par la Turquie et qui est en fait également reconnu par les Nations Unies, qui n'est pas celui, qui n'est pas le chef de guerre al-Haftar qui est reconnu par la France, enfin en tout cas qui est soutenu par la France, la Russie, les Émirats Arabes Unis et d'autres puissances, et également par l'Égypte. Donc la Turquie a passé un accord avec ce gouvernement qui est en quête de légitimité à l'étranger aussi, l'année dernière. Et en réponse, en fait, eh bien, il y a eu deux choses qui ont eu lieu avec la Grèce. La Grèce a passé également un accord avec l'Égypte pour définir justement une nouvelle zone. Et de l'autre côté, vous avez également un groupe qui a été créé pour la Méditerranée orientale, qui s'appelle le groupe de gaz Méditerranée orientale, qui comprend 6 pays, mais dont la Turquie ne fait pas partie, 6 pays qui sont donc concurrents, et ce que vous avez sur la carte de la Turquie. Donc en fait, on est dans une situation où effectivement, de ce point de vue-là, il semble y avoir très peu d'issues, il y a très peu de moyens de sortir de cette crise, puisqu'on a deux parties qui font plein sur l'autre, et la confrontation, malheureusement, qui a été évitée de façon très violente, est quand même récurrente, et le risque est vraiment réel que ça dégénère. Je rappelle que ce n'est pas uniquement au mois d'août dernier, donc quand le 10 août, quand le vaisseau de sondage géologique Rouge Race est parti d'Antalya pour explorer donc la zone que vous avez sur la carte turque, que les crises ont commencé. Elle est accompagnée de 5 bateaux militaires. Vous aviez déjà l'année d'avant 2 bateaux turcs, donc Fatih et Yavuz, qui ont également exploré les eaux que Chypre, donc la République chypriote, revendiquait. Il en est suivi en fait toute une série de conflictualités qui ont amené, comme vous le savez, la France à effectuer des manœuvres avec la Grèce, à en refaire également à la fin du mois d'août aussi d'autres avec Chypre, la Grèce et l'Italie, sans compter les Émirats Arabes Unis qui se sont joints à la crise. Alors, on peut continuer un petit peu longtemps, on voit qu'il y a des hauts et des bas, on voit que la situation en fait est assez confuse à la fois pour la Turquie. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de levier mutuel pour avancer. Alors c'est là qu'en fait la partie militaire pour la Turquie est extrêmement importante parce que l'argumentaire qu'on retrouve en Turquie, c'est de dire maintenant qu'on est dans une situation un peu de blocage et qu'on a une revendication qui est légitime, aux yeux de la carte qui est présentée en Turquie, celle que je vous ai montrée, effectivement, il semble y avoir une légitimité complète pour justement rétablir non seulement un droit historique, mais en même temps de rétablir également une injustice au niveau, en vue de la taille du pays et par rapport à la Grèce. En tout cas, c'est vécu de cette façon. Alors, comment peser sur la balance ? Eh bien, il y avait donc des tentatives de négociation avec les Nations Unies qui n'ont pas abouti parce qu'effectivement, la définition claire qui avait été donnée par la carte de Séville, qui n'est pas reconnue par la Turquie, semblait assez incontestable du point de vue européen. L'autre partie, c'était effectivement la partie militaire. Donc, comment la Turquie peut peser militairement pour un peu intimider peut-être les autres participants à ce débat, en rappelant qu'effectivement, certains argumentaires ont été lancés en Turquie, comme quoi le fait que Chypre ayant déjà été, l'objet de ce genre d'intervention il y a quelques décennies, pouvait justement crédibiliser encore plus cette démarche. La différence, c'est que l'armée turque maintenant est bien plus puissante qu'auparavant. Elle a développé une vraie industrie militaire dont on retrouve également la force dans différentes théâtres d'opération. Donc on le voit en Syrie, on le voit en tout cas dans ce qu'elle a pu livrer à l'Azerbaïdjan, je parle notamment de drones. Et l'acquisition de ces drones-là permet effectivement une crédibilisation de la force militaire turque qui pourtant, d'un point de vue maritime, semble inférieure par rapport à la Grèce. Donc c'est important de se rendre compte que l'argumentaire de puissance dans la Méditerranée orientale en Turquie est également une affirmation de l'évolution extrêmement, assez impressionnante quand même d'un point de vue technologique, de l'armée turque, en tout cas de son industrie militaire, depuis à peu près une vingtaine d'années. C'est également du coup un argument pour le gouvernement de montrer que l'affirmation de puissance est établie sur des bases extrêmement solides, puisque l'armée est là. Aujourd'hui, CNN turc a publié justement de façon assez ironique une nouvelle concernant, effectivement, il y avait c'était courant de dire que les sous-marins grecs dans la Méditerranée orientale étaient indétectables. Et aujourd'hui, CNN turc a publié à plusieurs reprises, effectivement, une annonce en fait des forces armées turques qui ont dit qu'ils avaient pu suivre et détecter tous les sous-marins grecs dans les eaux proches de celles revendiquées par la Turquie de façon permanente, que ce soit de terre ou de mer. Donc on est vraiment dans une logique d'affirmation, de puissance et
d'affirmation, enfin de concrétisation d'un objectif militaire qui avait été posé il y a déjà 20 ans en termes d'acquisition technologique. Il faut également comprendre qu'on est dans une logique, c'est une région quand même extrêmement riche en énergie, c'est l'objectif complet du gouvernement turc de pouvoir sortir d'une dépendance énergétique qui lui coûte énormément. D'acheter, il y a beaucoup de dépendance un peu par rapport à la Russie, à l'Iran, à l'Azerbaïdjan. Le fait que ces deux conflits interviennent à peu près au même moment n'est pas forcément, je dirais, découplés, ils peuvent être corrélés. Ce qui est important, c'est de comprendre l'intervention le 21 août dernier du président turc sur la découverte, en tout cas en mer Noire et pas en Méditerranée, d'un gisement de gaz énorme qui, d'après lui, serait en mesure de rendre la Turquie non seulement autonome, mais également d'être capable d'exporter de l'énergie. On est vraiment dans une logique d'autonomisation et également de quête d'influence systématique. Et on voit que cette crise de Méditerranée orientale, elle est liée également à la crise libyenne, puisque là, on est sur de la géopolitique avec la définition bien d'accord avec des gouvernements que le gouvernement turc a soutenus. On est également dans une logique de transversalité avec le Caucase, toujours pareil, et la mer Caspienne, et également avec la mer Noire. Donc, c'est vraiment, il faut prendre cette crise de Méditerranée orientale uniquement, la prendre comme une crise gréco-turque, ce serait vraiment une erreur. Il faut la prendre dans l'ensemble de ce qu'elle peut représenter d'un point de vue à la fois économique, stratégique, tactique et culturel pour le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Les questions qui se posent en conclusion de cette situation, c'est d'abord combien de temps le gouvernement peut-il en fait continuer à négocier en utilisant la force comme argument? Quelle est la crédibilité à long terme d'une telle posture? J'en viens à ça parce qu'il y a maintenant des mouvements de boycott dans la plupart des pays arabes, en tout cas dans les pays du Golfe, contre la Turquie, au titre de son interventionnisme en Libye, au titre des propos qui ont été tenus parfois par certains dignitaires turcs contre les Émirats arabes unis lorsque ces derniers ont participé à des manœuvres en Crète, en envoyant des F-16. Donc, sachant quand même qu'il y a une interdépendance assez forte à la fois culturelle et également historique avec les pays arabes, quelle est la crédibilité que peut maintenir la Turquie dans ce domaine-là si elle veut également rester dans une posture qu'elle prétend avoir de leadership dans le monde oriental, en tout cas au Moyen-Orient. Deuxième élément, quelle va être la politique que va pouvoir mener la Turquie vis-à-vis de la Russie, qui ne s'est pas trop prononcée ni sur l'un ni sur l'autre, mais elle est quand même, y compris que ce soit en Azerbaïdjan avec l'Arménie ou que ce soit également dans la partie méditerranéenne orientale, en opposition directe avec des alliés très proches de la Russie qui ont une sensibilité extrêmement marquée sur ces questions. Donc, quelle est la crédibilité que va pouvoir en fait maintenir la Turquie vis-à-vis de Moscou? Comment ça va faire évoluer sa politique vis-à-vis de la Russie? C'est également un élément qu'il faut observer. Enfin, le dernier point, c'est vis-à-vis de la France, puisque la France est particulièrement visée dans la crise orientale. En tout cas, dans les médias turcs et dans les déclarations politiques turques, la France est présentée comme étant la mouche du coche, je dirais l'intervenant extérieur un peu illégitime, néocolonial, qui cherche à retrouver une influence dans la région qu'elle n'a plus et qui cherche à imposer son agenda pétrolier et gazier en essayant de placer ses propres sociétés. Donc, il y a un argument un peu historique, et on revient sur des éléments historiques du début du XXe siècle aussi, où la France apparaît comme étant, en tout cas, pas un ennemi forcément, mais effectivement un rival qui est dénoncé à peu près régulièrement dans les déclarations publiques. Donc ces trois éléments vont être importants à la fois pour nous en tant qu'alliés occidentaux, également pour l'Union européenne qui n'a pas trouvé de voie très claire sur la question. La France est souvent mise en opposition dans la presse turque à l'Allemagne sur la crise chypriote et la crise gréco-turque. Donc l'enjeu va vraiment être de comment la Turquie va être capable de créer une voie qui soit cohérente pour à la fois éviter une confrontation si elle le veut, et tout simplement rester crédible dans une logique de partenariat et d'interdépendance. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ces points-là. Merci beaucoup, cher Bertrand, et vous faites naturellement et sans que j'ai à le faire moi-même la transition vers Jean-Sylvestre Montgrenier qui va nous entretenir en partant de ce qui se passe actuellement entre le conflit ouvert entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, qui va partir de ce
de ce théâtre des opérations-là, et à qui je demanderai également d'élargir pour répondre à l'une des questions qu'on s'est posées depuis le début, c'est que doit-on faire, nous autres Européens, à la place, et quand je dis place, je pense à l'histoire comme à la géographie, à la place qu'est la nôtre, voisin de la Turquie. Jean-Sylvestre, c'est à vous. Bien, merci. J'espère qu'on m'entend bien. J'attends un signe d'approbation au regard des problèmes techniques que j'ai pu rencontrer dans la journée. C'est bon pour le son? C'est pas idéal. Si tu peux te rapprocher un peu, ça mange un peu, mais enfin, on va essayer. Voilà. Bon, donc je pars effectivement du Haut-Karabakh. On sait que la Russie finalement a échoué à négocier un cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce qui pose déjà quand même pas mal de questions sur la passivité de la Russie dans son étranger proche. Alors, passivité, je mets entre guillemets, je questionne la chose. Et en l'occurrence, il s'agit du Sud-Caucase. Est-ce que c'est bon pour le son? C'est pas extraordinaire, c'est assez mangé. Donc, je pense que l'idéal serait que tu parles assez fort et assez distinctement et un peu lentement. Je suis désolé, excusez-nous, hein, mais on va continuer. Peut-être vous avez intérêt à fermer votre caméra, ça ira peut-être mieux en termes de son. Oui, mais ça passe mieux, oui, c'est vrai. Bon. Donc je ferme ma caméra moi, mais je sais pas. Bon, je ne sais pas ce que ça donne. Donc, ce à quoi on assiste, finalement, c'est au réveil d'un conflit gelé. C'est l'expression qui est utilisée depuis les années 1990 pour ce conflit, pour d'autres conflits de la région. La notion de conflit gelé, elle n'a jamais été véritablement théorisée, elle n'a jamais été véritablement conceptualisée. En tout cas, elle fait écho à ce que Paul Valéry appelait un conflit suspendu, une guerre suspendue, c'est une guerre reportée. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. La place que ce conflit, que cet engagement tient plus généralement dans les stratégies turques et l'implication pour les puissances occidentales. Il semble impératif de réajuster à ces alliances, d'ouvrir d'autres options stratégiques. Il n'y a plus beaucoup de place pour des tactiques d'atermoiement. Alors, dans un premier temps, je vais faire ça en 3 temps. Dans un premier temps, les objectifs poursuivis au Karabakh. Alors, c'est un nouveau front au Sud-Caucase qui s'ajoute au front sud-irakien, syro-irakien. C'est un conflit qui s'ajoute au front libyen. Et puis enfin, il y a le théâtre de Méditerranée orientale dont nous venons de parler. Alors, la Turquie est fortement engagée dans ce conflit. C'est un engagement politique, diplomatique. Il n'y a pas d'engagement militaire direct, mais il y a un soutien effectif auprès de l'Azerbaïdjan. La nouveauté, parce qu'en soi, c'est pas nouveau, il y a une alliance qui s'inscrit dans la durée entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. La nouveauté, c'est le degré d'engagement de la Turquie. Il est bien plus important que dans les années 1990. À cette époque, il y avait déjà un soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan, mais c'était avant tout un soutien rhétorique, c'était avant tout un soutien moral, et d'ailleurs, Bakou a reproché à Ankara ce manque de soutien effectif. Désormais, il y a bien un soutien militaire indirect à travers les drones, à travers des mercenaires qui transitent au moyen de sociétés militaires privées turques, et il y a une remise en cause frontale de la part de la Turquie de la légitimité de l'existence même du groupe de Minsk, c'est-à-dire ce groupe qui a été mis en place dans les années 1990 pour théoriquement trouver une solution au conflit du Haut-Karabakh. C'est un groupe qui est co-présidé par la Russie, la France et les États-Unis. Alors, ce que nous risquons, c'est en fait une extension du conflit, une extension au territoire de l'Arménie, une extension donc au territoire de l'Azerbaïdjan, et à partir de là, une internationalisation de ce conflit. C'est quelque chose qui revient dans nombre d'analyses.
Alors, ça serait donc le scénario d'une Arménie complètement en guerre contre l'Azerbaïdjan, l'Arménie étant soutenue par la Russie. Il faut rappeler que l'Arménie appartient à l'Organisation du traité de sécurité collective, appartient à l'Union eurasienne, et de l'autre côté, l'Azerbaïdjan soutenu cette fois-ci directement sur le plan militaire par la Turquie. Donc c'est une première possibilité qui est envisagée, qui doit l'être. L'autre possibilité, l'autre terme de l'alternative, c'est la Turquie, en fait, qui chercherait d'abord et avant tout à faire reconnaître ses intérêts de puissance, à faire reconnaître son influence dans le Caucase par la Turquie. Et donc, finalement, ça serait une exportation de ce que l'on a appelé le modèle syrien, un modèle syrien qui a été étendu le printemps dernier à la Libye, c'est-à-dire en fait avant tout un condominium turco-russe sur la région après avoir marqué son territoire et sa zone d'influence propre. Alors c'est un objectif qui est explicite. Là, je me réfère aux récents propos d'Ibrahim Kalin, c'est le directeur de la communication du président turc, et il a récemment fait savoir que la Turquie en appelait à des pourparlers à quatre, à la formation d'un quatuor, c'est-à-dire d'un côté l'Arménie et la Russie comme parrain, de l'autre côté l'Azerbaïdjan et la Turquie comme parrain, et cela en lieu et place du groupe de Minsk. Alors cette perspective, qui reste encore théorique pour l'instant, cette perspective soulève deux autres questions. Première question, c'est l'attitude de la Russie, le choix de la Russie. On sait que la Russie a beaucoup investi dans un partenariat multidimensionnel avec la Turquie. Est-ce qu'il faut imaginer une Russie prise de court, débordée par la Turquie, désemparée? Tout cela me semble exagéré. Il faudrait prendre en compte l'étroitesse des liens entre la Russie et l'Azerbaïdjan, d'où une certaine ambiguïté, une certaine équivoque de la Russie dans ce conflit. Et alors, question liée toujours à l'attitude et au choix de la Russie est-elle prête à entériner le rôle nouveau de la Turquie dans le Caucase du Sud? Deuxième question, c'est quid de l'Iran? Quand on parle du modèle syrien, du processus d'Astana, en fait c'est un trio, la Russie, la Turquie et l'Iran, c'est le troisième comparse du processus d'Astana. Dans l'affaire du Haut-Karabakh, l'Iran est un voisin immédiat. L'Iran a des relations pour le moins difficiles avec l'Azerbaïdjan. Inversement, l'Iran est proche de l'Arménie et donc il semble difficile de modifier complètement le cadre de négociation, le cadre diplomatique, sans que l'Iran soit partie prenante d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce qu'il faut imaginer un triangle du Haut-Karabakh qui prendrait le relais, ou plutôt qui prendrait le relais du groupe de Minsk et qui viendrait prolonger le fameux modèle syrien? Alors, soit dit en passant, la prise en compte de l'Iran invite quand même à limiter une lecture strictement civilisationnelle du conflit du Haut-Karabakh, c'est-à-dire une lecture du style islam contre chrétienté. Donc, voilà pour mon premier point. Le deuxième point consiste à replacer le conflit du Karabakh dans un cadre élargi, c'est-à-dire celui en fait de la grande stratégie turque. Alors on a vu fleurir au fil des mois, au fil des années, toute une série d'étiquettes pour essayer de qualifier cette grande stratégie turque, porteuse d'un projet politique ambitieux. On parle beaucoup de néo-ottomanisme, on a pu également parler de pan-islamisme. Dans l'affaire du Haut-Karabakh, ce qui fait à nouveau surface, c'est en fait le thème pantouranien, une sorte de racisme à la turque. Alors c'est un thème qui préexistait à l'arrivée au pouvoir de l'AKP, bien entendu, et qui était très présent dans les années 90. Ça avait été initié par Turgut Özal. Alors la différence, c'est qu'il s'agirait dans ce cas de mener une sorte de stratégie eurasiatique, pantouranienne, sur des bases propres, avec des objectifs propres, et sans agir en relais des États-Unis, sans agir en relais de l'Occident. Bon, toujours est-il qu'il y a une certaine imprécision dans les termes, les étiquettes prolifèrent, on vient de le voir, et cela peut donner une impression de fuite en avant, d'improvisation, d'opportunisme, sans véritable vision d'ensemble. C'est-à-dire une sorte de diplomatie patchwork, très opportuniste, sans véritable intention stratégique.
Et si on extrapole à partir de cette imprécision, de cette impression d'opportunisme, la politique étrangère turque est parfois vue comme une solution extérieure aux contradictions internes qui ont été mises en évidence par Monsieur Insel. Alors personnellement, je suis assez rétif à la grille de lecture selon laquelle finalement, sur le plan extérieur, Erdogan, l'AKP n'aurait pas de véritable vision du monde, serait avant tout animé par l'opportunisme. Certes, toute politique étrangère commence à la maison, à des racines domestiques, et les changements de la politique étrangère turque ne peuvent certainement pas être compris sans prendre en compte les changements politiques internes, et notamment la mise en place d'un régime de sécurité, un peu comme les militaires lorsqu'ils faisaient un coup d'État à plusieurs reprises, avec une volonté de contrôler la société civile, l'opinion publique, mais cette fois-ci sur le modèle, sur le patron de l'islamo-nationalisme de l'AKP. Donc il est évident que les facteurs politiques internes doivent être pris en compte. En revanche, je n'y vois pas personnellement un dérivatif à des problèmes politiques internes. À la racine, il y a une véritable volonté de puissance. C'est peut-être ce que l'on a de plus en plus de difficultés à saisir dans les pays occidentaux. L'ambition individuelle, l'ambition personnelle, ça reste compréhensible. Mais en revanche, la volonté de puissance d'un collectif, d'un pays, d'une nation demeure de plus en plus difficile à saisir en raison d'un certain nombre d'évolutions socio-psychologiques. Mais dans le cas de la Turquie, il y a une volonté de puissance renouvelée dans un contexte international bouleversé. Que cette volonté de puissance, finalement, n'est pas si nouvelle que ça a été dit précédemment. En revanche, il y a un contexte nouveau, il y a l'ouverture de nouveaux horizons. Dans ce contexte international nouveau, il y a en quelque sorte l'appel de l'Orient, le sentiment, du point de vue d'Erdogan, et des hommes qui l'entourent, qu'il y a de nouvelles opportunités à saisir. Alors, pour résumer mon propos, ce que nous pourrions dire, c'est qu'au cours de la guerre froide et encore un peu dans l'après-guerre froide, la Turquie était avant tout un pivot géopolitique avec une autonomie qui restait quand même limitée sur la scène internationale. Et aujourd'hui, ce pivot géopolitique devient un acteur géostratégique de plein exercice avec de grandes ambitions dans un environnement géopolitique donc bouleversé, dans son environnement géopolitique proche, mais également dans un environnement géopolitique plus éloigné. Et donc là, il faudrait prendre en compte l'Afrique du Nord, plus largement ce que l'on a pu appeler la plus grande Méditerranée. Il faudrait prendre en compte la mer Rouge, la Corne de l'Afrique, le sud de la péninsule arabique. Il faudra être attentif à la politique turque au Yémen, le Golfe arabo-persique. Là, il suffit de rappeler l'importance des liens entre la Turquie et le Qatar, avec l'ouverture d'une base militaire au Qatar, et puis aussi l'Afrique subsaharienne. Et donc, pour clore ce second point, je dirais que le thème très Oswald Spengler du déclin de l'Occident, il est partagé en Turquie, avec la Russie, avec la Chine, et en Turquie, comme dans ces autres pays, un certain nombre de personnes ont le sentiment que cette longue hégémonie occidentale, elle a vécu, l'heure du retour de puissance a sonné. C'est certainement une conviction profonde d'Erdogan, ça n'est pas simplement une formule politique qui viserait à maintenir son pouvoir personnel en Turquie. Alors j'en arrive au troisième point, quelle perspective, mais c'est vrai que j'ai déjà un pied dans ce troisième point, sur le plan des perspectives. Quelle perspective, quelle réponse? Ce qui est sûr, c'est que quand on prend en compte l'ensemble de la situation, cette affirmation, cette auto-affirmation de la Turquie constitue un défi pour les alliés occidentaux de ce pays. Finalement, trois scénarios peuvent être envisagés, ont été envisagés ces dernières années. Le premier scénario, c'est un scénario optimiste. Finalement, la dégradation des relations turco-occidentales s'expliquerait avant tout par des circonstances exceptionnelles, par des malentendus, par des erreurs de perception, et avec quelques ajustements de part et d'autre, nous pourrions revenir à la normale. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, il est diamétralement inverse. L'OTAN, l'Occident serait en train de perdre la Turquie. Cette alliance turco-occidentale releverait d'un autre état du monde, d'une autre époque. Et dans la nouvelle époque, le nouvel âge qui s'ouvre, l'orientation de la Turquie au sens propre, au sens figuré du terme, serait radicalement autre.
Et puis enfin, nous avons un scénario intermédiaire qui a été parfois cultivé en France. C'est le scénario du gaullisme turc, hein, c'est-à-dire finalement, cet État-nation turc aspire avec légitimité à de nouvelles responsabilités, voudrait multiplier ses options stratégiques, maximiser ses gains stratégiques, mais sans pour autant remettre en cause l'essentiel, une place au soleil en quelque sorte, hein, mais sans remettre en cause le partenariat étroit avec les États-Unis, l'alliance occidentale. Et il s'agirait d'intégrer les directoires informels qui dirigent ou en tout cas inspirent les politiques occidentales. Voilà ce que l'on appelle, ou ce que j'appellerais en tout cas le scénario du gaullisme turc. Alors, à l'épreuve des faits, il semble qu'aujourd'hui, c'est le deuxième scénario qui prévaut, c'est-à-dire le pire d'un point de vue occidental. L'Occident perd la Turquie, et du point de vue de nombre de Turcs, peut-être, c'est la Turquie qui se perd dans cette affaire. Toujours est-il que des forces profondes sont à l'œuvre, il y a une véritable dialectique, ça n'est pas simplement un moment Erdogan. Alors, cette perspective, ce scénario qui semble prendre corps, suscite déjà des effets contraires. Il y a un regroupement de forces en Méditerranée orientale. Et si on prend en compte le rôle des Émirats arabes unis, on peut même parler d'un regroupement de forces à cheval là sur le Moyen-Orient. Si l'on regarde du côté des États-Unis, même s'ils se font discrets, le fait est qu'ils approfondissent, qu'ils consolident d'autres options stratégiques, comme s'ils anticipaient déjà la perte de la Turquie, des options stratégiques en Méditerranée orientale, dans le bassin de la mer Noire, au Moyen-Orient, au Golfe, et le déploiement des S-400, il y a des essais qui sont en cours cette semaine, dans les jours à venir, le déploiement des S-400 pourrait être le déclencheur, pourrait être un accélérateur, ce qui permettrait de clarifier la situation. Alors, en conclusion, je dirais que l'importance des enjeux permet de comprendre la volonté de temporiser qui a prévalu ces dernières années. En quelque sorte, les Occidentaux ont été face à ce que l'on appelle les paradoxes sorites. Ce qu'on appelle les paradoxes sorites, je le rappelle, à toutes fins utiles, là, c'est à partir de quel grain de riz ajouter un tas de grains de riz peut-il être qualifié comme tel. En d'autres termes, finalement, quel est le seuil, quelle est la limite. Mais le fait est que discrètement, insensiblement, dirais-je, de nouveaux axes de puissance se mettent en place, de nouvelles logiques se mettent en place. Comme je le disais précédemment, les États-Unis élargissent leurs options. Ils ont négocié notamment un accès plus large aux bases grecques. Ils ont levé partiellement l'embargo sur les armes à l'encontre de Chypre. C'est un embargo qui existait depuis 1987. Ça n'est pas quelque chose d'insignifiant. Et il faut souligner la place plus grande que la Grèce prend aujourd'hui sur le plan géostratégique à l'intérieur de l'OTAN dans les alliances occidentales. Alors cette perspective soulève beaucoup de questions. Est-ce que finalement on s'en sortira, on trouvera une solution intermédiaire avec une OTAN plus dans laquelle finalement la Turquie serait rejetée en quelque sorte aux marges. Deuxième question, est-ce qu'il faut se préparer à une sortie de la Turquie pure et simple de l'OTAN? C'est quelque chose qui peut être envisagé sur la base de l'article 13, et même s'il y a un silence du droit en la matière, il faut peut-être quand même se mettre à l'école de Carl Schmitt et se rappeler que c'est quand même la volonté politique qui pose le droit. Et puis autre question, troisième question, c'est quels seraient les effets sur l'OTAN elle-même? Est-ce que ça serait une recomposition de l'OTAN ou alors est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une spirale négative qui se déclenche à partir de ce moment-là, qui pourrait entraîner une dislocation de l'OTAN. Ce qui est sûr, à mon sens, c'est que il n'y a plus beaucoup de place pour les tactiques d'évitement, pour les tactiques d'atermoiement. Il faut poser des actes. Simultanément, je veux quand même insister sur le fait que la diplomatie publique doit être parcimonieuse dans cette affaire. Il faut éviter, par exemple, à tout grand narratif qui poserait la Turquie en ennemi héréditaire. Il faut pas préjuger de l'avenir pour dire les choses autrement. Et il faut très certainement privilégier la force tranquille, éviter toute diplomatie du coup d'éclat, chaque mot devant être pesé au trébuchet. Voilà, j'en ai terminé avec mes propos.
j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Et je remets la caméra. Jean-Thomas Le Sueur, il faut mettre votre micro. Pardon, c'est à mon tour d'avoir oublié. Oui, Jean-Sylvain, je te disais que nous t'avons bien entendu et écouté. Monsieur Hensel, puisque vous avez la parole, pouvez-vous la garder? Je voudrais bien vous entendre à votre tour sur ce que vous avez pensé rapidement, compte tenu de l'heure, mais des deux interventions suivantes, et votre regard à vous sur ce qu'il conviendrait de faire, ce que, à vos yeux, les Européens devrait faire pour éviter la politique du pire dont Jean-Sylvestre a parlé il y a une minute, entre la Turquie et les Européens? Alors, je pense d'abord que la politique extérieure de la Turquie est en grande partie dirigée par le palais présidentiel, mais pas que, évidemment, parce que les militaires, ils ont probablement des choses, leur point de vue dans les actions extérieures et nous connaissons très très peu actuellement l'esprit dans lequel se trouve l'armée turque après avoir connu à peu près un quart de ses cadres évincés depuis quelques années, et il y a toujours encore des charrettes d'arrestation qui continuent. Donc nous ne connaissons pas très bien ce qui se passe dans l'armée turque elle-même. Hein. Ça c'est un premier problème. Deuxièmement, c'est que la politique extérieure de Tayyip Erdogan, parce que c'est lui qui donc quand même imprime le rythme de cette politique, c'est le rapport de force. C'est quelqu'un qui a une conscience aiguë de ce que c'est le rapport de force. Et aujourd'hui, le rapport de force est en partie, ça lui est apparu, est en partie lui est favorable à cause d'un vide de leadership dans l'espace moyen-oriental, avec le retrait partiel des Américains et l'absence de politique extérieure de l'Union européenne. Et quand on voit que quand la France s'engage unilatéralement du côté de la Grèce ou de Chypre militairement et avec une gesticulation qui dépasse ses capacités d'intervention, la Turquie se retourne vers les autres alliés, les autres membres de l'Union européenne et joue les divisions internes. Là-dessus, la Turquie n'a pas une politique passive sur cette question-là. Hein. Il y a une politique active sur cette question-là, pas simplement l'Allemagne et la France, mais son rapport avec la Bulgarie, son rapport avec les pays du Visegrad, par exemple, avec la Hongrie. Donc, c'est pas simplement une question l'Union européenne et la Turquie. Il y a aussi plusieurs unions européennes et la Turquie en utilise. Comme il n'y a pas de politique extérieure de l'Union européenne et ni les moyens de mener une politique de rapport de force, jusque-là en tout cas, il trouve une facilité. Deuxième chose, je crois que dans la stratégie, au-delà de Tayyip Erdogan, et là je suis d'accord avec M. Mongrenier, il y a une dimension qui dépasse Tayyip Erdogan et qui est ancrée dans la société turque, dans l'imaginaire social historique de la société turque, c'est nous avons été les mal-aimés de l'Occident, et la preuve, c'est qu'on nous a promis l'entrée de l'Union européenne et on ne reconnaît jamais nos droits, etc. Sur la question de la mer Égée, évidemment, ça pose problème. Objectivement, l'application automatique de la Convention de Montego Bay pose problème, comme ça posait problème entre la France et le Canada auprès de Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Comme ça poserait la même chose si on appliquait mécaniquement la Convention de Montego Bay pour les îles franco-britanniques, ça poserait un grand problème entre la France et la Grande-Bretagne, avec les îles aussi proches du plateau continental français. Ou bien, si on appliquait la même chose avec les villes espagnoles sur la côte marocaine de Ceuta et Melilla, ça poserait un grand problème entre l'Espagne et le Maroc. Il y a une négociation à faire sur ce terrain-là et on ne peut pas l'appliquer mécaniquement. Ça, c'est évident. D'ailleurs, une partie des Grecs
responsables reconnaissent que dire que Costa Horizon donne à la Grèce 200 000 automatiquement de zones économiques exclusives, c'est un peu exagéré. Mais bon, il y a une nationalisme grec et c'est pas très facile de le dire, mais Dora Bakoyannis lui a dit, par exemple, récemment. Alors, là-dessus, je crois d'abord c'est une question de rapport de force. L'Union européenne n'a pas les moyens, pour le moment en tout cas, n'a pas les moyens d'un rapport de force. Ce qui est très différent du langage ou de rapport de force que la Turquie ou Tayyip Erdogan a eu à traiter avec la Russie ou a eu à traiter avec Trump. Même si Trump aime beaucoup Tayyip Erdogan, le jour où il a voulu obtenir la libération du pasteur emprisonné, il a menacé la Turquie de foudroyer son économie avec en l'espace de quelques semaines, la livre turque s'est dépréciée énormément et puis le pasteur est parti aux États-Unis immédiatement. Ou quand la Russie était mécontente des agissements de la Turquie en Idlib, ils ont envoyé quelques fusées. Malheureusement, il y a 30 ou 40 soldats turcs sont morts et puis le problème est réglé. Donc, de ce point de vue-là, malheureusement, l'Union européenne n'a pas le soft power. C'est quelque chose que Tayyip Erdogan ne comprend pas. Je ne dis pas qu'il faut l'inverse, mais il faut voir les limites. Et deuxième chose, il faut être cohérent. Quand l'Union européenne a peur de recevoir une poignée d'immigrés, de réfugiés, a peur de les absorber, évidemment, quand Tayyip Erdogan menace d'envoyer les 3 millions ou 4 millions de réfugiés qui sont sur le territoire turc, qui pose problème, il faut le connaître, hein, il y a 4 millions de réfugiés sur le territoire turc, peut-être beaucoup plus proportionnellement au Liban ou en Jordanie, mais en valeur absolue, c'est quand même très élevé. Et si l'Union européenne est totalement tétanisée devant l'idée d'avoir des réfugiés accueillis, dispersés dans ces différents 27 pays, Tayyip Erdogan va utiliser cette menace. C'est quelqu'un qui utilise directement les rapports de force. Et il voit bien que la faiblesse de l'Union européenne est de ce côté-là. Et tant que l'Union européenne montrera ses faiblesses de ce point de vue-là, notamment sur la question des réfugiés, et je crois qu'il va user et abuser de cela. En contrepartie, les promesses que l'Union européenne fait à la Turquie et qu'elle ne peut pas tenir, par exemple, supprimer les visas, comme encore Angela Merkel a parlé il y a quelques semaines, promettre que si les problèmes sont résolus, on va supprimer les visas pour les Turcs pour l'espace Schengen. Il n'en est pas question du côté de l'Union européenne d'obtenir cette résolution. Ou bien revoir l'union douanière que la Turquie et l'Union européenne ont signée en 95 et 20 ans après, ça devrait être actualisé et c'est bloqué pour des raisons politiques. Promettre que l'Union européenne va actualiser l'union douanière, c'est une promesse que l'Union européenne n'a pas les moyens politiques de tenir. Et ces promesses non tenues aggravent encore plus le ressentiment en Turquie, comme quoi l'Union européenne a double langage et en plus n'a pas les moyens de ces menaces, n'a pas des menaces crédibles. Et une dernière chose, je crois que sur la question de la Grèce, il faut vraiment que les deux pays s'assoient autour d'une table pour résoudre le problème du plateau continental, parce qu'il n'y a pas que la zone économique exclusive, il y a aussi le problème des eaux territoriales. Hein. La Grèce veut passer ses eaux territoriales à 12 000, ça pose des problèmes de l'autre côté. Le plateau continental, est-ce qu'on peut le mettre à 20 000? Ça pose des problèmes différemment. L'accès à la mer libre pour les bateaux turcs devient impossible. C'est un problème que du côté de la Turquie est réel. Je ne soutiens absolument pas le nationalisme turc, mais il faut voir concrètement. J'ai donné l'exemple de Saint-Pierre et Miquelon, donc du coup, il faut résoudre éventuellement par une acceptation d'un arbitrage international ou la Cour. Mais la Turquie, malheureusement, pour s'asseoir à table avec la Grèce, ne reste pas exclusivement sur ces questions, ajoute toutes les questions, tous les différends qui existent entre la Grèce et la Turquie, ce qui devient
vraiment, dans ce cas-là, impossible. Il faut, je ne sais pas comment, mais il faudrait, pour résoudre ce problème, qu'on discute et concrètement sur le problème, sur chaque problème. Il n'y aura pas de résolution globale. On espérait qu'il y ait une résolution globale entre la Grèce et la Turquie, et les Grecs étaient très favorables à ce que la Turquie devienne membre de l'Union européenne et que ces problèmes ne se posent plus entre deux pays membres de l'Union européenne. La perspective d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est définitivement morte. Donc, du coup, il faut trouver des moyens de faire négocier concrètement. La dynamique est un vide de pouvoir, et je crois que aujourd'hui, Tayyip Erdogan et ses stratèges islamo-nationalistes, nationalistes, ultranationalistes laïcs, etc., veulent placer le maximum de pions dans la région, en Libye, en Syrie. On a parlé beaucoup d'Émirats arabes unis, mais la Turquie a une base militaire au Qatar. La Turquie a une base militaire au Soudan. La Turquie a une base militaire en Somalie, espère avoir une base militaire en Libye, est en train de négocier avec le Niger la formation de l'armée du Niger. Donc la Turquie essaye de placer partout des pions en profitant de ce vide relatif, de cette recomposition, pour pouvoir, probablement, le jour où le moment de composition viendra, de pouvoir disposer le maximum de pions pour négocier. Merci, Monsieur Hetzel. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vois l'heure tourner. Je vais vous proposer, chers amis, d'échanger, si vous avez des questions, si vous avez le temps, d'échanger 10 minutes environ pour quand même avoir le temps de pouvoir discuter. Donc, prenons, si vous le pouvez, les uns et les autres, 10 minutes de notre temps en plus que ce qui était prévu, et n'hésitez pas à prendre la parole, alors si possible dans l'ordre, soit vous me sollicitez par les conversations du groupe Zoom, soit vous prenez la parole comme ça, mais voilà, essayons d'organiser ça du mieux possible. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Et naturellement, mettez la vidéo, s'il vous plaît, comme ça on pourra se voir et la discussion sera plus agréable. Non, tout le monde est silencieux et rassasié. Oui, moi je veux bien. Ah, merci, monsieur. Oui, moi je veux bien prendre la parole. Il y a tellement de points qui ont été abordés. Quand on parle de partenariat avec la Turquie, d'abord l'idée de l'adhésion de la Turquie était, à mon sens, une grande erreur par rapport aux autres pays du pourtour méditerranéen. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie et même en Jordanie où j'ai assez bien voyagé, eux parlaient de partenariat pour, si on avait avec la Turquie uniquement décidé d'avoir un partenariat économique euro-méditerranée, là, on aurait déjà évité tous les problèmes politiques. L'autre point, c'est qu'effectivement, l'Europe est un nain économique et qu'elle n'a que des leviers économiques, elle est un nain politique, je veux dire. L'absence de politique extérieure de l'Union européenne est vraiment quelque chose de dramatique. Moi, je trouve ça excessivement désolant. On a beaucoup d'ambassades, on a beaucoup d'ambitions, on fait énormément de déclarations, mais dans les faits, qu'est-ce que nous faisons depuis des années à Chypre? Qu'est-ce que nous faisons, je dirais, en Syrie? On a parlé beaucoup des réfugiés qui sont, je dirais, aux portes de l'Europe, et ces réfugiés sont souvent en provenance de Syrie. Il aurait peut-être mieux valu donner des milliards aux Kurdes de Syrie pour pouvoir les réintégrer chez eux aujourd'hui. Le fait de les avoir à la porte de l'Europe est effectivement quelque chose dont le président turc en a profité un maximum. C'est du chantage. Et ce chantage, nous, en Europe, on est tellement divisés que finalement, eux, ils en profitent. On recule tout le temps sans avoir la capacité de pouvoir dire maintenant, il y a une ligne rouge et vous l'avez dépassée. Donc, tous ces points… Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez une question précise à poser, s'il vous plaît, à l'un ou l'autre de nos intervenants? Oui, la question précise, c'est que quelle serait, je dirais, au niveau européen, la politique à adopter pour pouvoir ramener Recep Erdogan dans des positions politiques plus raisonnables? Alors, qui veut se lancer de vous, monsieur Hetzel, Bertrand ou Jean-Sylvestre? Navré, je vais vous demander des réponses brèves également, mais allez-y. Alors, en 2 mots,
d'abord, la politique de partenariat avec la Turquie attend probablement que l'Union européenne définisse son rapport avec la Grande-Bretagne. La manière dont l'Union européenne et la Grande-Bretagne vont gérer ou ne pas gérer, on ne sait pas, mais le Brexit, c'est-à-dire la nouvelle définition du partenariat de l'Union européenne avec la Grande-Bretagne, peut donner un modèle à proposer à la Turquie. Jusque-là, le partenariat stratégique était vide de coquilles. On ne savait absolument pas. Merkel en parlait depuis 2007, mais sans pouvoir mettre dedans un contenu concret, puisque la Turquie est déjà dans l'union douanière en grande partie, etc. N'oublions pas une deuxième chose, c'est que la Turquie, comme disait un ancien ministre des Affaires étrangères en 2000, un des responsables de cette politique expansionniste de la Turquie vers la Syrie, le ministre des Affaires étrangères et le premier ministre d'Erdogan, Davutoglu, mais son constat était juste, la Turquie n'est pas devenue tout à fait par hasard candidat à l'Union européenne, c'est le pays du Sud le plus intégré dans le Nord. C'est le pays du Sud qui est membre de l'OTAN, membre de l'OCDE, membre du Conseil de l'Europe, et donc en même temps membre potentiel de l'Union européenne. Donc c'était pas totalement illogique cette intégration, puisque la logique après la Deuxième Guerre mondiale de la Turquie, c'était l'ouverture vers l'Occident, l'intégration dans l'Occident. Et c'est le seul pays qui représente à la fois l'OTAN, l'OCDE, le Conseil de l'Europe, etc. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, effectivement, a besoin de définir un partenariat à l'image de la Grande-Bretagne, et ce ne sera pas offensant pour les Turcs. Parce que, après tout, les Turcs ou les ressortissants de Turquie ou la Turquie n'est pas plus européenne que la Grande-Bretagne. Donc, du coup, proposer à la Turquie un partenariat similaire à la Grande-Bretagne, c'est parfaitement honorable. C'est pas du tout discriminant, si vous voulez. Mais nous ne savons pas comment les choses vont se passer. J'espère que dans les 2 années, 3 années à venir, nous aurons un modèle qui pourrait être, mutatis mutandis, pour être proposé à la Turquie. Mais d'ici là, les choses vont être très compliquées et espérons que nous n'arriverons pas à des conflits irréversibles. Bertrand ou Jean-Sylvestre, vous voulez ajouter quelque chose? Votre micro. On va prendre le réflexe, excusez-moi. Ouais. Donc, moi, je voudrais juste intervenir sans rajouter l'excellent commentaire d'Ahmed Insel juste avant moi, sur le fait qu'en fait, il y a une évolution de la vision de l'Europe en Turquie depuis déjà une vingtaine d'années, depuis 10 ans. Je dirais qu'il y a encore, quand j'habitais à Ankara, en fait, la question de l'adhésion européenne était quelque chose en fait qui était encore attractif. Je parle d'il y a 12-13 ans. Maintenant, je ne pense pas, parmi les gens que je fréquente et que je vois, que l'adhésion à l'Union européenne en fait soit quelque chose d'attractif pour les Turcs. En fait, en tout cas, le format de partenariat, je pense que la Turquie maintenant souhaiterait le définir avec son propre agenda. C'est un peu le message qui est en train d'être passé en Méditerranée orientale et dans les différents théâtres où elle intervient. C'est de se dire maintenant, on n'est plus en demande d'une adhésion pour pouvoir un peu gagner de l'influence et accéder à des marchés et des partenariats. Maintenant, nous sommes en mesure de poser les termes de ce partenariat. Et le rapport de force, en fait, qui était mentionné par Jean-Yves Mongrenier tout à l'heure aussi, est effectivement devenu je dirais, un élément extrêmement prioritaire dans la définition d'une politique européenne vis-à-vis de la Turquie. Il faut être capable ce que n'est pas capable de faire l'Union européenne, maintenant de poser des bases très claires sur les limites qu'on pourra poser. Mais la Turquie, pour l'instant, n'a pas du tout, je pense, d'intérêt à vouloir entrer dans une base de partenariat dont elle n'a pas la maîtrise. Voilà. Merci. Jean-Sylvestre, tu veux dire quelque chose? Est-ce que c'est bon? On t'entend, oui. Bon, c'est parfait. Oui, sur le partenariat stratégique,
Je suis tout à fait d'accord en tant qu'idéal, mais après, quand on regarde là, dans la réalité empirique des choses, comme ça vient d'être dit, il me semble que les représentations géopolitiques d'Erdogan, des dirigeants turcs, elles sont complètement autres. Hein. Et donc, c'est l'histoire de la recomposition du monde, la fin de l'ordre international libéral, comme on dit, et l'idée que l'heure de la Turquie a sonné, qu'elle a autre chose à négocier avec la Russie, avec la Chine. Et dans cette affaire, finalement, l'Union européenne, elle a plus à la fois l'attirance et l'importance qu'elle avait autrefois dans la vision des dirigeants turcs. Hein, donc des ambitions qui sont autres. Hein, une autre orientation. Donc c'est surtout déjà essayer de trouver des compromis dans le cadre d'un rapport de force qui devrait primer. Après, sur les marges de la politique européenne, on bute toujours sur la force des choses, hein, c'est-à-dire que l'Union européenne n'est pas un acteur géostratégique de plein exercice. Pour dire les choses autrement, ça n'est pas une fédération, ce ne sont pas les États-Unis d'Europe, et donc à partir de là, il est extrêmement difficile de concevoir et plus encore de mettre en œuvre une véritable politique étrangère unifiée. Et ça, bien sûr, Erdogan l'a compris, il n'est pas le seul, et il a bien compris que l'Union européenne était quand même très largement un patchwork de différents États qui n'ont pas tous la même vision des choses. Hein. Alors en soi, bien sûr, elle est importante, mais c'est surtout sur le plan géoéconomique, hein, de notre point de vue. Ensuite, pour des politiques plus affirmées en Méditerranée orientale ou dans d'autres parties du monde, il y a le cadre transatlantique, hein, et donc toujours hein, le lien avec les États-Unis, la division du travail entre certains alliés européens et les États-Unis, et puis ensuite à des regroupements de différentes puissances européennes, comme finalement la France l'a amorcé en Méditerranée orientale. On l'a vu hein, avec les pays du sud de l'Europe. Hein. Alors, ce que je reproche, moi, personnellement, à la politique étrangère française, en tout cas à la diplomatie Macron, c'est d'être un peu trop tonitruante hein, et de pratiquer trop cette rhétorique qui, finalement, revient à se placer sur le même terrain qu'Erdogan, hein, qui est quand même très largement un batteur d'estrade. Mais en revanche, sur le fond, il y a un certain nombre d'évolutions qui me semblent aller dans le bon sens. Merci Jean-Sylvestre. Je passe la parole à Madame Samoulian qui l'a demandé, s'il vous plaît. Si vous êtes là, Madame? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Attendez, je vais mettre la vidéo aussi. Hop là. Bon, désolé. J'aurais une question à poser à Monsieur Insel. Sujet qu'on n'a pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup abordé, mais qui est déjà tout le monde a abordé plein de sujets très intéressants et très denses, très complets. Quelle solution il verrait à la problématique kurde aujourd'hui, qui est aujourd'hui, en Turquie, c'est assez dramatique. Il y a la Syrie, il y a le Kurdistan irakien, pour avoir fait pas mal de missions dans ces pays-là, et que je suis particulièrement de près. Quelle issue y voit pour régler vraiment cette problématique-là, mais dans le cadre du droit international. C'est-à-dire que toutes les parties arrivent à trouver un accord pour mettre M. Erdogan devant un fait accompli, trouver une solution à la problématique kurde, avant que le Moyen-Orient devienne vraiment un brasier ou que les populations kurdes soient complètement exterminées, ce qui aujourd'hui est assez dramatique à ce sujet. Voilà. Merci. Excusez-moi, oui, madame. Le grand problème en Turquie, c'est peut-être d'ailleurs si nous n'arrivons pas à basculer, à consolider la démocratie en Turquie, parce que il y a énormément de problèmes du passé, du génocide arménien jusqu'à autre chose, mais actuellement, le grand problème que nous avons, c'est le problème kurde. D'ailleurs, même l'opposition à Tayyip Erdogan, si en nombre est majoritaire, n'est pas politiquement majoritaire parce que une partie de cette opposition laïque nationaliste voit toujours un mauvais œil quelques droits que peuvent gagner les Kurdes et ils considèrent que les Kurdes, s'ils gagnent leur droit d'identité kurde citoyenne, serait la préfiguration d'une séparatisme. Donc du coup, nous avons en permanence en Turquie
l'état de sécurité nationale. La question kurde, en interne, c'est le pilier de la permanence de la logique de l'état de sécurité nationale. Et les Kurdes ne sont pas, comme vous savez, ne sont pas peu nombreux. Ils sont entre 15 et 18 millions en Turquie. Évidemment, sur 80 millions, ils ne sont pas majoritaires. Ils sont à la fois nombreux et pas suffisamment nombreux pour pouvoir radicalement peser. Deuxième chose, en termes de droit international, je ne vois pas de solution parce que les Kurdes sont dispersés sur 4 pays et sur chaque 4 pays, Syrie, Irak, Iran et la Turquie, il y a une politique très nationaliste. En Irak, ça s'est un peu cassé avec la dislocation de l'Irak d'une certaine manière, mais en Syrie, c'est le cas encore. Si Assad est au pouvoir, il ne verra pas de bon œil et il empêchera toute velléité d'autonomie régionale kurde en Syrie. Pour les Turcs, pour l'État turc, la création des zones autonomes aux frontières de la Turquie, tout au long de la frontière Irak et Syrie, des zones autonomes kurdes, c'est la création d'un tropisme de la majorité des Kurdes vers cette autonomie, et donc par conséquent un problème de sécurité nationale, et puis l'idéologie nationaliste très non religieuse, mais surtout ethnique, font qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître une égalité citoyenne, la majorité des Turcs avec les Kurdes. Donc, en droit international, je ne vois pas tellement, malheureusement, de solution. En rapport de force ou en droit interne, moi, j'avais l'espoir que dans les années 2000, dans la perspective d'adhésion à l'Union européenne, et à l'époque, donc, je travaillais beaucoup en Turquie dans ce sens-là politiquement, qu'on puisse dépasser ce clivage identitaire au sein du pays pour pouvoir tous ensemble se diriger vers une identité européenne supranationale. Je sais que ça se réalise pas idéalement, mais aujourd'hui, ceci est aussi dissolu. Donc, je dirais, c'est un problème qui va perdurer, qui va pourrir la démocratie turque éternellement, comme le problème chypriote. C'est un problème qui va perdurer, qui va pourrir la démocratie turque, et tout le monde va payer. Mais en même temps, ne pensez pas que simplement les Kurdes payent, les Turcs aussi payent dans cet effondrement des chances de la démocratie. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse optimiste à vous donner au jour d'aujourd'hui. Le seul espoir que nous avons, c'est que peut-être un jour, la majorité turque pourra comprendre qu'on ne peut pas éternellement jouer soit la déportation, soit le génocide, soit le massacre, soit l'assimilation complète pour gérer le problème avec les différences au sein du pays. Merci, Monsieur Insel. Je m'autorise une dernière question qui nous a été posée. Je vais peut-être pour Jean-Sylvestre. Enfin, évidemment, vous répondez si vous le souhaitez. La question a été un peu massive. Est-il possible d'imaginer un conflit armé ouvert entre la Turquie et nous pouvant être la France, puisqu'il y a une majorité de Français dans cette réunion, quoique pas seulement, mais la France et ou l'Europe, ce qui d'une certaine manière est une manière, Jean-Sylvestre, de poser une autre question, c'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui l'armée turque ? L'armée turque, elle se montre plus forte qu'on ne voulait bien le dire. Alors c'est vrai qu'il y avait une sorte de mantra qui revenait régulièrement, c'est la deuxième armée de l'OTAN, mais à juste titre, nombre d'experts militaires, il y a quelques années, insistaient sur le fait que c'était avant tout une armée territoriale, une armée de conscription, parce que nous étions dans l'idée du modèle expéditionnaire qui a prévalu à partir des années 1990-2000. Donc il y avait ceux qui se contentaient de c'est la deuxième armée de l'OTAN et puis d'autres qui avaient une vision plus fine. Mais là, à l'épreuve des faits, la Turquie a montré sa capacité à projeter des forces, à projeter sa puissance militaire sur des théâtres extérieurs. Donc c'est quelque chose de significatif. Et puis derrière, il y a une résolution et il y a une partie de l'opinion publique, comme ça a été dit, qui adhère finalement à cette vision des choses, à ce régime de sécurité nationale repeint aux couleurs de l'AKP. Bon.
Alors ensuite, qu'on puisse imaginer un conflit, moi je dirais oui, il faut imaginer par principe, il faut toujours prévoir le pire pour qu'il n'advienne pas. Bon, il semble quand même que nous n'en soyons pas encore là. Et puis aussi et surtout, je doute quand même du niveau de résolution, du degré de résolution du côté français, du côté d'un certain nombre de pays européens. Être prêt à entrer en conflit avec la Turquie pour des enjeux qui se trouvent essentiellement dans l'environnement géopolitique proche, malgré tout, de la Turquie, ça me semble quand même improbable. Donc possible, mais improbable. Très bien, merci infiniment. J'aimerais juste, excuse-moi, j'aimerais juste ajouter un point sur. Pas de problème, excusez-moi. Juste par rapport aux capacités de la Turquie, effectivement, l'armée turque n'est pas cette espèce d'armée en fait de conscription. Effectivement, il faut comprendre que depuis des années 80 et en particulier depuis 20 ans, il y a un investissement énorme en Turquie publique et privée dans l'acquisition de capacités technologiques extrêmement opérationnelles pour l'instant. On parle des drones, sur tous les tas d'opérations mentionnées dans les conflits, donc en Syrie, en Azerbaïdjan directement, etc. On a la présence de drones turcs qui sont extrêmement performants et qui changent complètement la donne parce qu'ils sont capables justement d'avoir une présence aérienne sans avoir justement le coût associé à une présence aérienne qu'on aura avec des avions. Ce sont en plus des drones qui ont été extrêmement, je dirais, éprouvés dans le sens où, depuis 2007, en fait, ils sont souvent utilisés dans les conflits en Irak du Nord, donc dans l'est de la Turquie avec le PKK. Donc, on a vraiment, là, je dirais, un savoir-faire turc qui s'exporte de plus en plus dans des pays dont on a cité un peu les identités vis-à-vis des alliances militaires. Donc, il ne faut pas imaginer que la Turquie, c'est juste une grande armée avec beaucoup de gens. C'est également une capacité opérationnelle et capable de produire également des armes extrêmement sophistiquées qu'elle commence à exporter. Il y a à peu près une augmentation entre 2002 et 2020. L'augmentation elle a été multipliée par 10 en termes de volume de vente d'armes turques dans le monde. Donc, si vous voulez, c'est une armée qui est maintenant technologique, crédible, qui est très très bonne également en capacité de cyberguerre aussi. Il faut absolument pas l'oublier. Et la preuve que j'ai nommée aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que l'armée turque, en tout cas dans son communication à la presse aujourd'hui, a mentionné le fait qu'elle était capable de détecter soi-disant des sous-marins grecs indétectables, c'est très clairement l'affirmation que nous ne sommes plus l'armée que vous imaginez dans l'OTAN. Nous sommes une armée capable de technologie et donc d'une certaine forme de représailles et de dissuasion. Donc il faut vraiment prendre en compte ça, donc quel que soit après le scénario qu'on envisage. Voilà. Merci Bertrand. Je vais vous remercier, Monsieur Insel, cher Bertrand, cher Jean-Sylvestre, d'avoir échangé, de nous avoir nourri comme ça et informé comme ça sur cette question turque qui, encore une fois, est assez majeure pour la stabilité géopolitique de plusieurs zones du monde. Merci infiniment à vous tous qui nous avez suivis jusqu'à cette heure. Je termine simplement en vous informant que la prochaine rencontre, toujours en ligne, que nous organiserons aura lieu le mardi 24 novembre autour des questions éthiques liées à ce qu'on appelle le nouvel ordre numérique, donc éthique et numérique. Nous aurons le plaisir de recevoir, avec Cyril Dalmont, qui est notre chercheur numérique et qui est là à l'écran devant vous, nous aurons le plaisir de recevoir Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, et le frère dominicain Éric Salobir, que tout le monde baptise le geek du Vatican, et qui est l'homme qui fait le pont aujourd'hui entre le Vatican et la Silicon Valley. Et voilà, donc nous évoquerons pas mal de sujets éthiques, politiques et juridiques autour des questions numériques. Le mardi 24 novembre, aux mêmes heures, vous recevrez naturellement l'invitation. Merci infiniment encore à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.